Petite vidéo bonus pour te donner un peu plus de détails sur l'acquisition de tes premiers clients. Donc le plan sera le suivant. On va démarrer en premier par do things that don't scale, c'est-à-dire faire des choses qui ne passeront pas à l'échelle. On verra en détail ce que ça signifie exactement. Puis comment vendre. Troisièmement, le tunnel de vente. Enfin, quatrième point, comment faire pour être payé pour ton produit. Et en cinquième point, réfléchir à l'envers. Tout d'abord, il faut arrêter de penser que pour réussir, il te faut juste un bon produit et que la croissance viendra toute seule. Comme on l'a vu sur les précédentes vidéos de la chaîne, un produit s'améliore via la confrontation au marché de potentiels utilisateurs. Il ne s'agit pas de recruter plus de développeurs, voire même des sales, donc des vendeurs, pour faire croître et connaître le succès. Donc à ce stade-là, on est encore aux prémices du projet, donc on cherche encore notre product market fit, c'est-à-dire l'adéquation et la rencontre entre un produit et son marché. Répondre réellement à une demande, à un besoin, et en fait c'est ce qui permet de pérenniser la structure de la société. Donc pour illustrer le chemin un peu chaotique auquel tu feras face toi et tes cofondateurs, donc voici un petit schéma. Donc tout est écrit en anglais, mais on peut repasser dessus brièvement. Globalement, TechCrunch, c'est juste une plateforme sur laquelle on peut faire globalement de la promotion d'un produit. On voit un pic d'adoption, plus ou moins, parce que c'est les prémices du projet, qu'il y a une communication qui a été faite dessus. Et puis, cette nouveauté, la hype, la trend, la tendance s'essouffle et on repasse sur un petit peu un niveau plat, donc une croissance plate. Donc globalement, il n'y en a pas. Ils sortent un petit peu de longues traversées du désert, voire même des améliorations qui sont faites et qui, contrairement à ce que tu pourrais penser, vont entraîner le départ de plus d'utilisateurs. Ça mettra plus ou moins de temps en fonction des projets, en fonction des différents contextes, en fonction des équipes, d'un moment donné ou à un autre. Si on continue d'itérer sur le produit, si on continue de l'améliorer, si on continue de se rapprocher de plus en plus de ce product market fit, donc de ce PMF, on va commencer à ressentir cette petite croissance et puis petit à petit convertir tout simplement ces utilisateurs en des utilisateurs payants et obtenir un retour sur notre investissement. À nouveau, aux prémices de notre aventure, ce sont bien les fondateurs qui construisent la barque, qui la mettent à l'eau et font tout leur possible pour la maintenir à flot également et atteindre l'autre rive. En tout cas, c'est censé être le cas. Et c'est pour cette raison que tu dois maîtriser la vente. Comment vendre? Toi, et moi y compris, même si je n'aime pas du tout ça, nous devons apprendre à vendre. Pour ce faire, tu dois connaître tes utilisateurs, donc rien de mieux que leur parler. Tu dois reprendre le contrôle de ta destinée, donc c'est une belle tournure certes, mais qui renferme une idée qui est cruciale. Donc en tant qu'inventeur, capitaine de barque, tu dois gérer le cap. Il faut se faire la main avant de déléguer éventuellement cette tâche de vente. Tu vas recruter une équipe de commerciaux une fois que tu sauras vendre par toi-même. Et certainement pas avant. Donc pas de panique, si tu ne sais pas vendre, tu l'apprendras, également comme moi. Tu dois maîtriser ton problème, ton produit, ton marché. Devenir un expert. Encore plus expert, affiner encore plus ton expertise. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas dramatique. À force de t'impliquer dans une niche, dans une thématique, de la creuser, tu peux clairement devenir un expert. Ok, ce ne sera pas forcément reconnu par un diplôme, mais ton expertise sera là. Et plus ou moins le validateur de ton expertise, ce sera le succès de ton produit, de ton projet, de ton entreprise. On garde en tête qu'être passionné convaincra d'autant plus tes futurs utilisateurs qu'un discours bien rodé de commercial. Donc maintenant, petit instant valeur. Comment rédiger le meilleur email de vente possible, donc maximum 6 à 8 lignes, on va dire. Surtout pas utiliser de jargon, mettre des mots sur le problème, dire que tu es le fondateur, un argument d'autorité, et bien décrire le succès, voire même le FMF, le Founders Market Fit. Donc cette fois-ci, c'est pas le produit qui rencontre son marché, mais c'est plutôt l'équipe fondatrice qui match parfaitement avec le produit, le projet qu'elle souhaite réaliser. Et à nouveau là, donc on retombe sur nos pattes. On avait déjà pu aborder cela auparavant. Ça veut tout simplement dire que quelqu'un avec 10 ans d'expérience dans le secteur de la construction qui s'associe avec un développeur avec je ne sais combien d'années d'expertise seront un duo bien plus pertinent pour réaliser un projet de logiciel donc dans la construction et qui souhaite à terme être commercialisé à destination de développeurs de projets immobiliers plutôt que deux total novices. Je ne dis pas que les deux novices complets ne pourront pas y parvenir, je dis juste que je pense que tu es d'accord avec moi sur ce point que le premier duo semble plus pertinent sur le papier. C'est ce qu'on appelle le Founders Market Fit. Pour revenir à nos moutons, il faut que dans cet email, tu rediriges vers ton site, vers ta page vitrine, plus ou moins, et également que tu finisses par demander un appel, une prise de contact. Donc je t'affiche à l'écran cet exemple. Donc concernant le tunnel de vente, on va démarrer par une brève équivalence. Le langage des fondateurs et le langage des commerciaux. La liste de potentiels utilisateurs, c'est ce qu'on appelle dans le milieu commercial faire de la prospection. Donc constituer cette liste et faire de la prospection. L'email, le message dans le langage des fondateurs correspond au fait de qualifier des
prospects. Le fait de planifier un appel, une démo, c'est le fait d'avoir ou de conclure un appel de vente après cette qualification, donc un sales call, appel de vente. Enfin, le fait de dévoiler le prix, le fait de signer, ça revient à faire une proposition. Et enfin, le revenu, dans la tête des fondateurs, correspond plutôt à une vente dans la tête d'un commercial. Ça, c'était juste d'un point de vue équivalence des termes. Maintenant, il ne faut surtout pas oublier l'onboarding, c'est-à-dire l'intégration des utilisateurs sur ton service. C'est bien beau de vendre un projet, un produit, un service à un client final. Si on souhaite que cette personne continue à payer chaque mois ou chaque année en fonction du modèle économique de la société et du service, il faudrait que cet utilisateur soit satisfait. Et quoi de mieux pour augmenter la satisfaction que d'accompagner cet utilisateur dans l'intégration de cet outil, dans l'utilisation et dans les premiers pas qui sont faits avec cette solution. Un second instant valeur, donc pour tout ce qui est liste des prospects, restons simples, donc ouvrir un Excel et en tête de chaque colonne avoir l'industrie, le nom de la firme, le titre ou le poste de votre contact, son nom, son email, son LinkedIn. Donc on peut également utiliser un CRM, donc il faut comprendre ici un Customer Relationship Management. Donc c'est juste un logiciel qui te permet de gérer la relation client. Et donc dans le tunnel de vente, et surtout à ce stade jeune de votre aventure, il faut se focaliser sur des clients qui sont simples, qui ont une haute probabilité d'être signés. On constitue d'abord un large espace de potentiel d'utilisateurs, mais on priorise correctement. Par exemple, finir un appel, une fois que tu as pris la température et qu'elle est tiède, voire froide, on conclut en disant « on se reparle dans 6 mois ». Il s'agit également de vendre à ton réseau, si c'est pertinent. Et pourquoi pas vendre à des startups, si c'est pertinent encore une fois. Personnellement, j'ai entendu Guillaume Moubèche dire qu'il préférait chercher des startups un peu plus établies que du pur seed, sans product market fit. Donc du seed, ce sont des sociétés qui sont à cette étape initiale de leur aventure, voire même qui ont levé un premier tour de financement. En général, ce sont de plus petits montants, on va dire entre 100 000 et 1 million maximum pour un tour de seed, voire deux. Comme tout, il s'agit de trouver un juste milieu et de s'adapter en fonction de notre stade. Et si tu es encore là, c'est que comme moi, tu es encore un bébé dans le milieu. Donc on ne cherche pas une croissance soutenue, une croissance constante. Et pour ce faire, on n'a pas besoin d'aller chercher dès le début les clients qui seront les plus fidèles, mais plutôt de commencer à faire nos armes dans le milieu, de commencer à vendre. Et ensuite, on pourra éventuellement modifier un petit peu la cible qu'on vise. Petite parenthèse, si le contenu de la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like. Comment être payé pour ton produit? Il est très tentant de continuer à tout faire gratuitement, mais à la longue, tu seras en train de construire une association à but non lucratif et non une entreprise commerciale. Donc un client qui ne paye pas, ce n'est pas un client. À la limite, c'est un testeur. Également, au final, des prospects passant le cap et payant, tout simplement, c'est un signe que tu leur apportes de la valeur. Donc il faut vraiment se retirer ce blocage mental qu'on pourrait avoir, et surtout dans notre société française, ce n'est pas mauvais de vendre. Si quelqu'un ne veut pas payer, tu passes au prochain prospect. En business to consumer, c'est-à-dire quand toi, ton entreprise essaie de vendre à des particuliers, pourquoi pas faire des offres? Tester gratuitement durant X jours. Mais quand tu essayes de vendre à des entreprises, donc faire du B2B, business to business, il vaudrait mieux opter pour du satisfait ou remboursé. La dure réalité, c'est qu'il faut également augmenter les prix jusqu'à ce que les clients s'en plaignent, mais continuent de payer. On démarre bas et on augmente. En effet, si leur achat persiste, c'est que le problème persiste et que votre produit y répond parfaitement. Donc l'offre et la demande finalement. On ne cherche pas plus loin. Si tu ne le fais pas, un autre le fera à ta place, autant que ce soit toi. Enfin, comment réfléchir à l'envers? Et ce que j'entends par là. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est encore une fois l'approche test and learn. Donc on teste et on apprend. Donc durant tes premiers pas en tant que fondateur et commercial également, tu dois traquer, c'est-à-dire tu dois suivre tout ce que tu fais, noter tes actions et leurs résultats afin de déterminer des points bloquants et des zones d'optimisation. Il y en aura forcément. Un exemple d'un parcours, ce serait tu as contacté X nombre de personnes. 50% d'entre elles ont ouvert réellement ton email, par exemple. Tant de pourcentage parmi ces ouvertures d'email ont répondu. Avec un certain pourcentage de ces gens restants, tu as pu obtenir un appel avec eux, leur faire une démo, par exemple, de ton produit. Et ensuite, un minuscule pourcentage aura finalement testé, lancer leur période de test, leur période d'essai, voire tout simplement payer pour ta solution. Et donc, il faut bien comprendre qu'on est ici sur, c'est pour ça qu'on appelle ça un tunnel, mais en réalité, c'est plus un entonnoir. On démarre avec un grand nombre, donc on fait du volume, et tout ça, donc on peut démarrer potentiellement à contacter 500 voire 1000 personnes pour ne conclure que de maximum 4-5 ventes. C'est la loi des grands nombres ici. Et il ne faut pas s'arrêter à contacter uniquement 100 personnes, ne rien conclure, en tirer soi-disant un apprentissage comme quoi tu n'es pas fait pour ça, ou le marché n'est absolument pas pertinent. Si au bout de 1000, 2000, 3000 personnes contactées, tu n'as aucun retour, oui, possible qu'on ait un problème ici. Mais en réalité, cette phase de qualification, cette phase d'identification d'un problème,
tu es censé l'avoir faite un petit peu avant. Donc je te renvoie à d'autres vidéos. En tant que fondateur, tu dois diffuser ton message au plus grand nombre. Et un bon axe serait ainsi la création de contenu. Donc l'objectif est de devenir un excellent commercial et ne surtout pas déléguer la vente, comme j'ai pu le dire. Donc il faut chercher à qualifier tes potentiels utilisateurs au plus vite et en obtenir des premiers appels. Donc je ne vais pas te donner d'outils en particulier. Moi je sais que sur le projet que je portais précédemment, un ami nous avait conseillé d'utiliser Apollo.io et Wallaxy, et je sais qu'il y a Pipedrive, il y a Hunter.io, il y a plein de services. Pour terminer la boucle, donc je t'avais mentionné en début de vidéo do things that don't scale, donc faire des choses qui ne passent pas à l'échelle. Et maintenant je vais rentrer un peu plus dans les détails. Comme tu peux le constater, nous avons les types de firmes, différents types de firmes, des exemples de choses qui ne passent pas à l'échelle à réaliser, puis ensuite l'évolution de ces tactiques pour justement passer à l'échelle. Donc tout d'abord, est-ce que tu t'adresses à une niche? Est-ce que peu de gens cherchent une solution via Google? Une première étape de stratégie ne passant pas à l'échelle serait de contacter des communautés, voire des communautés en ligne, des groupes Facebook, des groupes Reddit. Ensuite, à terme, ce que tu pourras faire, c'est faire du référencement en Google quand tu passeras à l'échelle. Mais c'est des stratégies qui coûtent de l'argent et ce n'est pas notre priorité tout de suite. Deuxièmement, est-ce que certains de tes utilisateurs promeuvent ton produit? Si c'est le cas, pour démarrer ta stratégie commerciale, pourquoi pas se concentrer sur tout ce qui est réseau personnel. À terme, tu pourras essayer de t'intéresser à tout ce qui est PLG, donc du Product-Led Growth, donc c'est de la croissance qui vient essentiellement du produit lui-même. Et donc c'est de la communication et de la viralité. Donc par exemple, un outil pour les designers qui s'appelle Figma, qui est plutôt présenté essentiellement à des designers dans des startups. Et une fois qu'un contrat a été conclu avec un de ces designers, et ben lui va en parler avec ses collègues. Troisièmement, est-ce que tu es en mesure de lister tous tes futurs utilisateurs? Si c'est le cas, pourquoi pas vendre à des fondateurs de startups via des emails, via LinkedIn. Et une fois que tu as suffisamment grandi, recruter une équipe de vendeurs, de sales, de commerciaux. Quatrièmement, est-ce que tu fais plus de 100 euros par an, on va dire, par utilisateur? Et si c'est le cas, tu peux de nouveau essayer d'utiliser à ton avantage ton réseau personnel. Et ensuite, pour chercher un peu plus de croissance, aller vers de l'acquisition payante, vers de la pub. Donc Meta, Google, TikTok, Snapchat. Le mot de la fin. Avant de conclure, un argument peut être fait comme quoi le marketing en ligne n'est pas la bonne façon pour procéder car les centaines de visiteurs, de viewers ne seront pas qualifiés, soit. Et si créer une chaîne de contenu mettait justement du temps à décoller? Personne ne te connaît, cela mettra du temps avant d'atteindre ces milliers de vues, à moins de qualifier le contenu pour la viralité dès le début. Mais au final, on s'éloigne un petit peu de la mission première, donc le produit que tu développes. Donc je suis plutôt d'avis que la création de contenu est un excellent moyen de communication, de présentation et de développement de ton produit, de ton entreprise et par la même occasion de ta propre personne. Bon, trêve de bavardage. Ainsi, pour les 2 prochaines vidéos, nous passerons au module 6, quelles métriques suivre, comment prioriser son temps et les différents modèles économiques d'une startup. Donc abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu as déjà réalisé tes premiers échanges avec de potentiels utilisateurs ou testeurs. Et je compte sur toi. À très vite.